Mes parents m'ont abandonné pendant mon opération pour aller à la fête de ma sœur, alors j'ai coupé les ponts. Des mois plus tard, ils s'attendaient à ce que j'assiste à son mariage. Bonjour à tous sur Reddit, je vous lis depuis longtemps, mais c'est la première fois que je poste. Préparez votre popcorn et profitez du spectacle affligeant du dysfonctionnement de ma famille. Je m'appelle Lucas, j'ai 34 ans. J'écris ceci depuis mon bureau à la maison, où je fixe les photos de ma famille depuis 1 heure. J'ai pensé qu'il était temps de partager cette histoire avec vous. Toute cette affaire a commencé assez simplement, j'ai eu un accident, j'ai dû être opéré, ma famille avait un conflit d'agenda. Mais la façon dont les choses se sont déroulées m'a montré leur vrai visage. Et honnêtement, j'aurais dû le voir venir. Laissez-moi vous donner un peu de contexte pour que vous compreniez la dynamique. Quand j'avais 17 ans, j'ai été accepté dans une université d'État avec une bourse partielle. Pas une bourse complète, mais assez pour rendre les études abordables. Mes parents ont organisé un dîner pour fêter ça. À mi-chemin, Savannah a annoncé qu'elle avait intégré l'équipe de cheerleading. Soudain, le dîner est devenu entièrement consacré à elle. Maman a passé le reste de la soirée à parler du coût des uniformes et des calendriers de compétition. Papa m'a demandé si je pouvais peut-être reporter mes études d'1 an pour qu'il puisse se concentrer sur les activités de Savannah. Je n'ai pas reporté, j'ai pris des prêts étudiants à la place. Personne ne l'a remarqué. Quand j'ai eu 23 ans, j'ai décroché mon premier vrai poste après mon diplôme. Salaire décent, avantages sociaux, un avenir. Je l'ai annoncé à ma famille lors du dîner du dimanche. Connor était là avec sa petite amie, et Savannah venait de se fiancer. L'annonce de mon travail a duré à peine 2 minutes avant que maman ne commence à montrer la bague de Savannah à tout le monde. Papa m'a dit « Félicitations » et m'a demandé si je pouvais participer financièrement à la fête de fiançailles. Je l'ai fait. Je leur ai fait un chèque de 730 € que je pouvais à peine me permettre. Ils ont dépensé 1100 € rien que pour les centres de table. Ça a toujours été comme ça. Je suis présent, j'aide, et quand j'ai besoin de quelque chose, l'emploi du temps de tout le monde est soudainement plein. Alors oui, j'aurais dû m'en douter. J'ai 30 ans et j'ai été percuté par un pick-up il y a 8 mois. Un type a grillé un feu rouge à 80 km/h dans une zone limitée à 40. Je me suis retrouvé avec 3 hernies discales et des lésions nerveuses qui engourdissaient ma jambe gauche la moitié du temps. Les médecins ont dit que je devais subir une opération de fusion vertébrale, non négociable. L'opération a été programmée pour le 14 juin. Ce n'était pas mon choix de date. C'était le seul créneau que le spécialiste avait de disponible. J'attendais depuis 4 mois et je n'allais pas repousser ça de 6 mois supplémentaires. Ma petite amie, Alay, 26 ans, a pris des congés de son travail d'infirmière pour m'aider pendant ma convalescence. Son frère, Drew, un avocat, a proposé de m'aider avec toute la paperasse pendant mon absence. Ma famille était au courant de l'opération le jour où je l'ai programmée. Je leur ai dit lors d'un dîner dominical en février. Maman a dit toutes les bonnes choses. Papa a hoché la tête en signe d'approbation. Savannah a fait semblant d'être concernée pendant 30 secondes avant de changer de sujet pour parler de ses fiançailles. Mon frère aîné, Connor, a au moins demandé dans quel hôpital. Tout semblait normal jusqu'à ce que Savannah annonce son enterrement de vie de jeune fille 3 semaines avant mon opération. Un week-end à Scottsdale. Apparemment, elle le planifiait depuis des mois. Elle avait juste oublié de le mentionner. Les dates, du 13 au 16 juin, pile pendant mon opération. Quand j'ai souligné le conflit, Savannah a ri. Reporte-la, c'est tout. Ton médecin doit avoir d'autres créneaux. Savannah, c'est une opération de la colonne vertébrale. J'attends depuis 4 mois. Le prochain créneau est en décembre. Alors attends jusqu'en décembre. J'ai déjà versé des acomptes. Mes amis ont pris des congés. C'est ma fête. Maman est intervenue avant que je puisse répondre. Elle a raison, chérie. C'est une célébration unique dans une vie. Je suis sûr que ton médecin peut arranger quelque chose. Je leur ai rappelé que la date de l'opération n'était pas flexible. Le chirurgien avait une liste d'attente de 6 mois. Si je renonçais à ce créneau, je devrais attendre décembre au plus tôt. 6 mois de plus avec mon dos qui s'aggrave. 6 mois de plus avec des lésions nerveuses qui pourraient devenir permanentes. La réponse de ma mère, eh bien, c'est un timing malheureux. C'est là que j'ai compris. Il voulait que je reporte mon opération pour que Savannah puisse avoir sa fête sans culpabilité.
Ale a entendu toute la conversation depuis la cuisine. Après leur départ, elle m'a juste regardé et a dit, « Ta famille est tordue. Tu le sais, n'est-ce pas ?» La semaine suivante, maman a appelé avec son « compromis ». Elle avait trouvé un autre chirurgien dans le réseau d'assurance de la famille. Un type qui avait des disponibilités en août. Elle voulait que je change de médecin et que je repousse tout de 2 mois. Je me suis renseigné sur lui. Tout juste sorti de son internat. Aucune spécialisation en fusion vertébrale. Chaque avis mentionnait de longs délais d'attente et une mauvaise communication. Je lui ai dit non. Elle ne l'a pas bien pris. Elle s'est lancée dans un discours sur le sacrifice familial et comment je comprendrais quand je serais père un jour. J'étais assis là, avec une douleur fulgurante le long de ma jambe, à l'écouter m'expliquer pourquoi mon opération devait passer après des mimosas en Arizona. Papa est resté silencieux. C'est son truc. Il a finalement pris la parole pour dire qu'il espérait que nous pourrions tous trouver un arrangement. Traduction, il espérait que je céderais pour ne pas avoir à gérer maman et Savannah. Savannah a rapidement fait monter la pression. Elle a commencé à m'envoyer plusieurs textos par jour, chaque message plus dramatique que le précédent. Elle était dévastée. Elle rêvait de cette fête depuis des années. Toutes ses amies avaient posé des congés. L'Airbnb n'était pas remboursable. Toutes les excuses sauf l'évidente. Connor est intervenu une seule fois. Il a envoyé un texto disant qu'il avait une présentation client importante cette semaine-là. Pendant ce temps, la famille de Ale a eu la réaction inverse. Sa mère a commencé à organiser une chaîne de repas pour après l'opération. Son père a proposé de me conduire à mes rendez-vous de suivi. Drew a dit qu'il gérerait toutes les urgences professionnelles. Il me connaissait à peine et se souciait plus de ma santé que mes propres parents. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais passé ma vie à trouver des excuses à ma famille. Ce n'était pas un nouveau comportement. C'était juste plus évident. J'avais simplement été trop accommodant pour m'opposer. Pas cette fois. 2 semaines avant l'opération, maman s'est présentée à mon appartement sans prévenir, avec un de ces gâteaux de supermarché sur lequel était écrit « Désolé » en glaçage. Elle a dit qu'elle voulait mettre les choses au clair. Ce qu'elle voulait dire, c'était qu'elle voulait une dernière chance de me faire changer d'avis. Elle s'est assise à ma table de cuisine et a sorti son téléphone. Elle m'a montré le tableau Pinterest de Savannah, des t-shirts personnalisés, des lunettes de soleil assorties, une séance photo prévue dans un complexe hôtelier du désert. Maman a parlé du temps et de l'argent investi dans la planification. À quel point tout le monde serait déçu si Savannah n'était pas la plus heureuse. C'est là que je me suis souvenu des 20 000 €. Il y a 3 ans, mes parents étaient au bord du gouffre. Papa s'était fait licencier. La boutique de maman perdait de l'argent. 2 mois de retard sur leur hypothèque, ils risquaient la saisie. Je venais de recevoir une prime décente de mon travail. Je leur ai donné 20 000 €. On te remboursera quand les choses se stabiliseront, ont-ils dit. Les choses se sont stabilisées. Papa a retrouvé du travail. Maman a commencé à toucher des commissions immobilières. Ils ont refinancé leurs prêts, acheté une nouvelle voiture, emmené Savannah en Europe. Ils n'ont jamais mentionné le fait de me rembourser. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai demandé si elle serait présente à mon opération. Elle a fait ce truc où elle pince les lèvres et détourne le regard. Je dois y réfléchir. Les sentiments de Savannah comptent aussi. Je ne veux pas créer de tension, tu comprends? D'accord. Alors, c'est peut-être le bon moment pour parler de ces 20 000 € que vous avez empruntés. Son visage est devenu blême. Qu'est-ce que tu racontes? Tu m'as bien entendu. C'était une famille qui aidait une autre famille. Tu ne peux pas être sérieux. On ne peut plus sérieux. Ça fait 3 ans. Papa travaille. Tu touches des commissions. Il est temps de commencer à rembourser. Sérieusement, maintenant? Je n'arrive pas à croire que tu me jettes ça à la figure dans un moment difficile. Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Un moment difficile? Mon dos est en train de lâcher et tu prépares une fête au bord de la piscine en Arizona. Si tu ne peux pas être là pour mon opération, sois au moins là financièrement. Maman est partie sans finir son gâteau. Ale avait écouté depuis la chambre. Elle est sortie après le départ de maman et a dit, c'était froid. J'ai répondu, non, froid, ça aurait été de les traîner devant le tribunal d'instance. Ça, c'était ma version gentille.
Les textos ont commencé cette nuit-là. Savannah s'emportant sur le fait que j'utilisais l'argent pour manipuler la famille. Maman envoyant des paragraphes sur la trahison et la confiance. Connor a ajouté son grain de sel en disant que j'étais mesquin. Papa a envoyé un seul message, ne faisons pas de ça une histoire d'argent. Trop tard. C'était devenu une histoire d'argent. C'était aussi une question de respect, de limite et de priorité, mais surtout, c'était eux qui réalisaient que je n'étais plus le fils facile à manipuler. Drew, le frère de Haley, m'a demandé s'il devait rédiger une lettre de mise en demeure formelle. Il a dit que 20 000 € sans accord écrit serait difficile à recouvrer, mais qu'un en-tête d'avocat motivait parfois les gens. Je lui ai dit d'attendre. Je voulais voir comment se déroulerait le jour de l'opération. Savannah a publié une longue story Instagram sur la trahison familiale et les gens qui tiennent les comptes. Elle ne m'a pas nommé. Les commentaires étaient partagés. Un de mes cousins a demandé si cela concernait le fait que Savannah manquait quelque chose d'important. Savannah l'a supprimé en moins de 5 minutes. Maman a appelé Haley directement. Grosse erreur. Haley est infirmière. Elle a vu de vrais problèmes. Elle a tenu la main des gens pendant des gardes difficiles. Elle n'a aucune patience pour le drame. Haley a répondu sur haut-parleur. Allô, Madame Monroe. Haley, ma chérie. J'espère que tu peux m'aider. Cette situation avec la date de l'opération, c'est tellement difficile pour tout le monde. Peut-être que tu pourrais lui parler pour qu'il soit plus flexible. Flexible à propos d'une chirurgie de la colonne vertébrale? Eh bien, oui. La famille doit faire des compromis. Tu comprendras quand tu seras mère un jour. Allez la couper. Je comprends dès maintenant que votre fils risque des lésions nerveuses permanentes et que vous choisissez une fête plutôt que sa santé. Si vous n'êtes pas à cet hôpital, ne vous attendez pas à faire partie de nos vies à l'avenir. La ligne est devenue silencieuse. Puis maman a commencé à répondre, mais Haley avait déjà raccroché. Je n'avais jamais autant aimé ma petite amie qu'à ce moment-là. À une semaine de l'opération, j'ai envoyé un texto groupé à mes parents et à mes frères et sœurs. J'ai gardé ça simple. Opération le 14 juin à 7 h, hôpital Saint-Vincent. Je serai en salle de réveil vers midi. J'aimerais que ma famille soit là, mais je ne supplierai pas, Connor a répondu le premier, je ne peux pas venir. Savannah n'a pas répondu. Papa a dit qu'il essaierait. Maman a envoyé 3 paragraphes sur à quel point elle était blessée. La famille de Haley a répondu présente en moins de 10 minutes. La veille de l'opération, j'ai reçu un appel de ma tante Colline. C'est la sœur aînée de ma mère et le seul membre de la famille qui remettait régulièrement en question les absurdités de ma mère. Dis-moi que j'ai mal compris. Ta mère zappe ton opération pour la fête de Savannah? Tu as bien compris. Mon Dieu. Je ne devrais pas être surprise, mais je le suis. Tu vas bien? J'ai connu mieux, et pire. J'arrive. Je quitterai Portland à 3 h du matin s'il le faut. Colline, c'est 5 heures de route. Heureusement que je pars tôt, alors. Ta mère a élevé une idiote pour fille, mais elle ne m'a pas élevé, moi. On se voit à Saint-Vincent. Cet appel a signifié plus qu'elle ne le pensait. Je me suis réveillé à 4 h 30 le 14 juin. Haley avait déjà fait du café. Drew est arrivé à 5 h pour nous conduire à l'hôpital. La salle d'attente du centre chirurgical avait d'horribles chaises en vinyle et des magazines démodés. Les parents de Haley sont arrivés à 6 h avec des sandwichs pour le petit déjeuner. Tante Colline est entrée à 6 h 30, un thermos de café et un livre de mots croisés à la main. Elle m'a serré si fort dans ses bras que ça m'a fait mal au dos. Elle a dit qu'elle n'aurait manqué ça pour rien au monde. J'ai demandé si elle avait parlé à maman. Elle a dit que oui. Maman lui avait dit qu'elle en faisait toute une histoire. Sa réponse a été d'arrêter de parler à maman et de conduire jusqu'à l'hôpital. Cette heure est arrivée. Une infirmière a appelé mon nom. J'ai regardé une dernière fois la salle d'attente. Mes parents n'étaient pas là. Savannah n'était pas là. Connor n'était pas là. Mais Haley était là. Sa famille était là. Tante Colline était là. Il faudrait que ça suffise. L'opération a duré 6 heures. Ils ont dû fusionner 3 vertèbres et nettoyer les lésions nerveuses. Je suis sorti de l'anesthésie vers 14 h, avec l'impression d'avoir été percuté par ce camion une seconde fois. La première personne que j'ai vue en ouvrant les yeux, c'est Haley.
Elle me tenait la main et pleurait un peu. Elle a dit que tout s'était bien passé. Le chirurgien était satisfait. J'ai demandé si quelqu'un d'autre était venu. Elle a secoué la tête. J'ai hoché la tête et fermé les yeux. Pas surpris. Mais ça faisait mal quand même. La famille de Haley s'est relayée en salle de réveil. Sa mère a apporté des photos de leur chien pour me remonter le moral. Son père a posé des questions techniques au chirurgien. Drew s'est occupé des papiers de sortie et des ordonnances. Tante Colline est restée jusqu'à la fin des heures de visite. Elle a dit qu'elle reviendrait demain. Mon téléphone avait 20 messages. Aucun de ma famille proche. La plupart venaient de cousins et de membres de la famille élargie qui avaient entendu parler de l'opération. Quelques-uns de collègues de travail. Un de mon patron disant de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Vers 20h, Savannah a posté une story Instagram depuis Scottsdale. Elle et ses amis en tenue rose assortie, un cocktail à la main au bord d'une piscine. La légende disait « Meilleur week-end de tous les temps avec ses reines ». Elle avait mis les hashtags enterrement de vie de jeune fille, sœur et la famille d'abord. Assez ironique. Haley m'a vu regarder ça, s'est approchée et m'a pris le téléphone des mains. Ne te fais pas ça. Elle a vraiment mis le hashtag la famille d'abord. C'est une idiote. Tu le savais avant l'opération. Ça fait mal quand même. Je sais. Mais tu as besoin de repos, pas de rage. Les deux ne se mélangent pas en ce moment. Elle a mis le téléphone dans son sac. Elle avait raison, mais la rage était là quand même. Les 2 jours suivants à l'hôpital se sont confondus. Les analgésiques me donnaient la nausée. La kinésithérapie a commencé et je ne pouvais pas faire plus de 3 mètres sans avoir envie de m'effondrer. Haley est restée pour la nuit. Elle ne s'est jamais plainte une seule fois. Tante Colline est revenue avec de la nourriture d'un restaurant mexicain. Nous avons mangé des tacos et regardé des émissions de télé-réalité. Le 3e jour, j'ai eu mon autorisation de sortie. Drew m'a ramené à la maison. Haley avait déjà installé un poste de convalescence dans le salon. Elle avait pris 2 semaines de congé pour m'aider à traverser le pire. Ma première nuit à la maison, papa a texté, j'ai entendu dire que l'opération s'était bien passée. Content que tu ailles bien. C'était tout. 2 phrases après une fusion vertébrale de 6 heures. Pas d'excuses, pas d'explication pour leur absence. Juste, content que tu ailles bien. Comme si j'avais eu un rhume. Je n'ai pas répondu. Savannah est rentrée de Scottsdale le 4e jour de ma convalescence. Elle a posté une 50aine de photos du voyage. Les commentaires étaient tous des variations de « Tu étais magnifique » et « La meilleure des futurs mariés ». Maman a finalement appelé le 5e jour. Elle n'a pas commencé par des excuses. Elle n'a pas demandé comment je me sentais. J'espère que tu comprends pourquoi nous ne pouvions pas être là. Les obligations familiales sont compliquées. Savannah avait besoin de notre soutien. Elle avait besoin de soutien pour boire au bord d'une piscine? Ne sois pas cruel. C'était son enterrement de vie de jeune fille. Tu es incroyablement égoïste à ce sujet. Écoute bien ce qui va se passer. C'est 20 000 €, je veux un plan de paiement par écrit d'ici la fin du mois. 460 € par mois. Tu utilises l'argent pour nous manipuler maintenant? Je ne t'ai pas élevé pour. Deuxième chose, ne t'attends pas à avoir de mes nouvelles pendant un moment. J'ai besoin de me concentrer sur les gens qui en ont quelque chose à faire. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit que Savannah était aussi sa fille et qu'elle méritait du soutien. J'ai dit que Savannah avait eu beaucoup de soutien, à en juger par ses 37 publications Instagram de Scottsdale. Puis j'ai raccroché. Haley était fière. Elle a dit que j'avais mieux géré la situation qu'elle ne l'aurait fait. Drew a demandé à nouveau s'il devait rédiger cette lettre de mise en demeure. Tu penses vraiment que ça marchera? Pas d'accord écrit, juste des textos. Les textos sont solides. Ils reconnaissent la dette plusieurs fois. Ils promettent de payer, trouvent des excuses. C'est une preuve. Et s'ils l'ignorent, alors on va au tribunal civil. Ce sera compliqué, mais tu gagneras. Le juge verra exactement ce que je vois, un schéma de promesses non tenues. Cette fois, j'ai dit oui. La lettre est partie la semaine suivante. Très officielle. Elle exposait la chronologie du prêt, l'absence de remboursement et proposait un échéancier de 460 € par mois pendant 44 mois. Drew m'a mis en copie.
Je leur avais accordé 3 ans de flexibilité. Cette flexibilité était terminée. Maman a appelé ça du chantage. Papa, une démarche inutile. Savannah, la preuve que je n'avais jamais tenu à la famille. Connor a dit que je mettais tout le monde mal à l'aise. Aucun d'eux n'a dit qu'il ne paierait pas intéressant. La kinésithérapie a continué 3 fois par semaine. Les progrès étaient lents. Ale ne m'a jamais fait me sentir faible à ce sujet. Elle ajustait simplement le plan et continuait à me pousser vers l'avant. Tante Colline venait tous les week-ends, apportait de la nourriture, aidait avec les courses, racontait des histoires sur maman quand elles étaient enfants. 8 semaines après l'opération, je marchais sans aide. 12 semaines, je conduisais à nouveau. 16 semaines, j'étais de retour au travail à temps partiel. Pendant tout ce temps, mes parents envoyaient des textos occasionnels pour demander comment j'allais. Ils ne se sont jamais excusés. Les 20 000 € sont devenus le nouveau champ de bataille. Ils envoyaient 200 € un mois, sautaient complètement le suivant, puis envoyaient 150 € et agissaient comme s'ils faisaient un effort surhumain. Drew a envoyé des lettres de suivi. Ils les ont ignorées. J'ai tout documenté. J'ai sauvegardé chaque texto, chaque email, chaque promesse non tenue. Ale a dit que je devrais juste laisser tomber, limiter les pertes. Mais il ne s'agissait plus de l'argent. Il s'agissait de leur faire comprendre que les actions avaient des conséquences. Pour la première fois de leur vie, je ne pliais pas. Et ils ne savaient absolument pas comment gérer ça. Ale et moi nous sommes fiancés 4 mois après mon opération. Nous faisions une randonnée dans les gorges et je lui ai juste demandé « Épouse-moi ». Elle s'est arrêtée de marcher. C'est tout? J'ai souri. Mon dos fonctionne. Tu es resté malgré tout. Je n'attends pas un meilleur moment. Alors oui, épouse-moi. Elle a dit oui avant même que j'aie fini ma phrase. Nous parlions déjà de nous marier. L'opération avait juste rendu évident que nous étions solides. Nous avons fixé la date pour octobre suivant. Petite cérémonie, amis proches et famille. Pas, famille, j'entendais sa famille et tante Colline. Mes parents n'étaient pas invités. Ni Savannah. Ni Connor. J'ai appris la date du mariage de Savannah à peu près au même moment. Elle l'avait fixée en septembre, 2 semaines avant le nôtre. Elle a envoyé des faire-part qui avaient l'air chers. Elle m'a texté une fois à ce sujet. Elle a dit qu'elle adorerait me voir là-bas, malgré tout. Elle a dit que, peut-être que nous pourrions laisser le passé derrière nous. Je n'ai pas répondu. Maman a essayé une approche différente. Elle a appelé Ale directement, lui demandant si elle pouvait me convaincre de reconsidérer. Elle a joué la carte du « la vie est trop courte » et « la famille, c'est pour toujours ». Ale a écouté poliment. Puis elle a dit « Madame, votre fils m'a demandé de l'épouser sur un parking d'hôpital après que vous ayez manqué son opération. Je ne vais le convaincre de rien, sauf qu'il a fait le bon choix en coupant les ponts avec vous. » La situation des paiements ne s'était pas améliorée. Ils avaient envoyé environ 2500 € au total en 6 mois. Drew a dit que nous pouvions les poursuivre au civil, mais que ce serait compliqué. J'ai dit, que ce soit compliqué. Il a déposé les papiers. Ça a attiré leur attention. Papa a appelé 3 fois en une journée. Il a laissé des messages vocaux parlant de sa déception que j'implique des avocats. Comment nous étions une famille et devrions gérer ça en privé. À quel point c'était embarrassant pour tout le monde. Il n'a jamais mentionné le remboursement de ce qu'il devait. Juste contrarié par l'embarras. La date du tribunal a été fixée à novembre. Ils devraient se présenter et expliquer à un juge pourquoi ils avaient emprunté 20 000 € et remboursé moins de 15% en 3 ans. Drew était confiant que nous gagnerions, disant que les messages textes à eux seuls prouvaient qu'ils reconnaissaient la dette. Le mariage de Savannah a eu lieu. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux. Maman a posté une 50aine de photos avec des légendes sur sa magnifique fille et son jour parfait. Elle a tagué papa et Connor. Pas moi. Notre mariage était différent. Nous étions 30 personnes. Tante Colline a porté un toast qui a fait pleurer tout le monde. Le père de Ale l'a conduite à l'hôtel. Drew était mon témoin. Nous nous sommes mariés dans un parc national avec des montagnes en arrière-plan. Le tout a coûté moins de 3700 €. Savannah a probablement dépensé ça rien qu'en fleurs. Et c'était parfait. Pas de drame familial, pas de culpabilisation,
pas besoin de me demander si ma propre mère allait se présenter. Tous ceux qui étaient là voulaient être là. Ça valait plus que n'importe quel lieu de réception coûteux. Nous sommes partis en lune de miel dans le Montana. Nous avons séjourné dans un chalet sans réseau. Nous avons fait de la randonnée tous les jours. Ale a pris des photos de moi pouvant réellement marcher. Elle a dit que c'était fou par rapport à un an auparavant. Elle avait raison. L'opération avait fonctionné. J'avais fait le bon choix en ne la reportant pas. Maman a appris notre mariage par tante Colline. Elle m'a appelé 2 jours après notre retour. Tu t'es marié sans nous le dire? Tu as intentionnellement exclu ta famille. Tu veux dire la famille qui a manqué mon opération pour une fête? Nous avons expliqué que Savannah avait besoin de soutien et maintenant tu es partie. C'est drôle. Elle avait l'air bien soutenue sur toutes ces photos de Scottsdale. Tu as détruit toute chance que nous avions de réparer les choses. Ton père est dévasté. Est-ce que ça t'importe au moins? Pas particulièrement. J'ai raccroché, bloqué son numéro, celui de Savannah, celui de papa. J'ai gardé celui de Connor débloqué parce qu'il n'avait presque pas essayé de toute façon. Il n'a jamais cherché à me contacter. Drew a dit que les bloqués pourraient être mal vus pour le procès. Ça me ferait passer pour l'agresseur. J'ai dit que je m'en fichais. Ma santé mentale valait plus que les apparences juridiques. Il a dit, compris, et a ajusté sa stratégie. L'audience au tribunal civil était prévue pour le 12 novembre. Ils ont essayé de la faire reporter 2 fois. Le juge a refusé les 2 demandes. Drew a préparé une chronologie des communications, chaque texto où il reconnaissait la dette, chaque promesse de paiement non tenue, chaque excuse sur les difficultés du mois. Ale a proposé de venir pour un soutien moral. J'ai dit non. Je ne voulais pas qu'elle voie de près le cirque de ma famille. Elle avait déjà assez supporté leurs absurdités. Le jour de l'audience est arrivé. Mes parents sont arrivés avec 15 minutes de retard. Pas de Savannah, pas de Connor. Juste maman et papa, l'air mal à l'aise. Le juge a examiné les preuves. Contestez-vous de voir cet argent? Papa a commencé à expliquer. Votre honneur, c'était une famille qui aidait une autre famille. Nous ne pensions pas, je vous ai demandé si vous contestiez avoir reçu 20 000 euros de votre fils. Non, mais... L'avez-vous remboursé? Maman est intervenue. Nous avons fait quelques paiements. Nous essayons. Combien exactement? Maman a regardé papa. Aucun n'a répondu. Drew a fourni les chiffres exacts, 2500 € en 3 ans. Le juge a regardé mes parents par-dessus ses lunettes. Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne pouvez pas gérer 460 € par mois? Papa a commencé à parler des dépenses et du mariage de Savannah. L'expression du juge disait tout. Jugement en ma faveur. Montant total plus les frais de justice et les intérêts. Un plan de paiement de 600 € par mois pendant 3 ans. S'il manquait plus de 2 paiements, je pourrais faire saisir leur salaire. Le juge a noté qu'ils avaient reconnu la dette à plusieurs reprises par écrit et que le plan de paiement était plus que raisonnable. Puis elle est passée à l'affaire suivante. Maman a essayé de me parler à l'extérieur de la salle d'audience. Je suis passé devant elle sans m'arrêter. Drew leur a remis une copie du jugement et a dit, le premier paiement est dû le 1er décembre. Nous les avons laissés planter là. Le premier paiement a été en retard. Surprise, surprise. Dû le 1er décembre, il est arrivé le 19. 415 € au lieu de 6 cents. Drew a envoyé un avis formel. Ils avaient jusqu'en janvier pour combler la différence où je demanderais une saisie sur salaire. Papa a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué. Phil, à propos du paiement de ce mois-ci. 415 €, c'est mieux que rien, non? On essaie vraiment. Le juge a dit 600, pas 415 quand ça vous chante. Tu sais à quel point c'est serré. On fait de notre mieux. Votre mieux, c'était 3 ans de promesses non tenues. Le juge n'est pas d'accord avec votre définition du mieux. Ne fais pas ça. On est une famille. Dis ça à l'ordonnance de saisie que Drew est en train de déposer. J'ai raccroché. Les 600 € sont arrivés 3 jours plus tard. Le paiement de janvier est arrivé à temps. 600 € en totalité. J'aurais dû savoir que ça signifiait que quelque chose se préparait. Puis Savannah s'est présentée à mon appartement un mardi matin. Je travaille de la maison 2 jours par semaine.
Allais était à l'hôpital. J'étais en réunion, le micro coupé, quand la sonnette a retenti. J'ai pensé que c'était une livraison. J'ai ouvert la porte, tenant toujours mon ordinateur portable. Elle m'a bousculé pour entrer dans l'appartement. Elle a commencé à parler immédiatement. Il faut qu'on parle de ce que tu fais à cette famille. J'ai posé mon ordinateur. Tu dois partir. Non. Tu te caches derrière des avocats et des décisions de justice. Maman est anéantie. Tu as poursuivi tes propres parents pour de l'argent. Comment as-tu pu? Ils ont emprunté 20 000 € et en ont remboursé 2005 cents. Ce n'est pas un cadeau familial. C'est du vol. Tout tourne toujours autour de toi. Ton opération, ton argent, tes précieuses limites. Elle a commencé à se promener dans l'appartement, a ouvert mon frigo, a pris les manuels de Allais sur la table basse, jouant une sorte de jeu de pouvoir. Savannah, tu as 60 secondes pour sortir ou j'appelle les flics. Elle a ri. Tu n'appellerais pas les flics pour ta propre sœur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à composer le numéro. Elle m'a fixé pendant une seconde, a marmonné, tu es un tel con, puis est partie, claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Je suis resté là 1 minute, m'assurant qu'elle était bien partie. Heureusement, Allais et moi avions installé une sonnette vidéo après une effraction dans le parking de notre immeuble. Elle avait tout enregistré. Puis j'ai appelé Drew. Il m'a dit de sauvegarder la vidéo de la sonnette. De tout documenter. Si elle revenait, d'appeler la police immédiatement. Ne pas engager la conversation. Ne pas discuter. Juste documenter et signaler. Elle est revenue 4 jours plus tard. Cette fois, je n'étais pas à la maison. Allais y était. Savannah a sonné à la porte pendant 10 minutes d'affilée. Allais n'a pas répondu. La sonnette a tout enregistré. Savannah a fini par partir, mais pas avant de crier à travers la porte à quel point j'étais une personne horrible et comment j'avais détruit la famille. Allais était secouée quand je suis rentré. Elle a dit que nous devions faire quelque chose avant que ça n'empire. Drew était d'accord. Il a dit que le comportement de Savannah correspondait aux critères de harcèlement. 2 contacts non désirés, une entrée forcée, une perturbation prolongée. Il pouvait demander une injonction d'éloignement. Et tes parents, a demandé Allais. Ta mère s'est présentée à ton travail. Ton père n'arrête pas d'appeler. Ils ne sont pas aussi mauvais que Savannah. Pas aussi mauvais n'est pas la même chose que acceptable. Ils la soutiennent. Drew a hoché la tête. Allais a raison. Le schéma les inclut tous les 3. Soit on les inclut tous, soit l'ordonnance semblera incomplète. Ça va rendre les choses difficiles. Ils ont déjà rendu les choses difficiles, a dit Allais. Nous ne faisons que les arrêter. Il m'a prévenu que cela deviendrait public. Tout le monde prendrait parti. J'ai dit, qu'ils prennent parti. J'en avais fini d'avoir peur de les mettre mal à l'aise. La demande d'injonction d'éloignement a été déposée la semaine suivante. Elle incluait la vidéo de l'entrée forcée et du harcèlement de Savannah, le témoignage de Allais, ma propre documentation. Drew a ajouté l'embuscade de ma mère sur mon lieu de travail, où la sécurité avait dû l'escorter dehors, et la série de messages vocaux de papa après que je les ai bloqués. Le schéma était clair pour tous les 3. Drew a dit que nous obtiendrions probablement une ordonnance temporaire en attendant le traitement, puis une audience pour la rendre permanente. Maman l'a appris avant même que nous obtenions l'ordonnance temporaire. Elle s'est présentée à mon travail, est entrée dans mon immeuble de bureau et a exigé de me voir. La sécurité m'a appelé. Je suis descendu pour la trouver dans le hall, en pleurs, racontant comment ses enfants se détruisaient mutuellement. Elle a fait toute une scène et a dû être escortée dehors. Ça aussi, ça a été ajouté à la demande. Papa a commencé à laisser des messages vocaux, de longs monologues décousus sur le pardon familial et les valeurs chrétiennes. Ces messages ont été ajoutés à la pile. L'injonction d'éloignement temporaire a été accordée. Tous les 3 devaient rester à 150 mètres de moi, de Allais, de notre domicile et de mon lieu de travail. Aucun contact. Toute violation signifiait la prison. Connor a appelé de son numéro non bloqué. C'était la première fois que j'avais de ces nouvelles en 8 mois. Tu as obtenu une injonction d'éloignement contre maman et papa? C'est extrême, mec. Savannah est entrée de force dans mon appartement. Maman s'est pointée à mon travail. Papa n'arrête pas d'appeler.
C'est du harcèlement. Ils essaient juste d'arranger les choses. Tu es en train de détruire la famille. Je protège ma famille. Ale et moi, c'est ma famille maintenant. J'ai raccroché. Il n'a pas rappelé. L'audience pour l'ordonnance permanente a été fixée à mars. Drew a dit que mes parents pourraient la contester, mais que ça ne se passerait pas bien pour eux. Les preuves étaient claires, multiples incidents de contact non désirés, comportement escaladant, une entrée forcée, une crainte raisonnable de harcèlement futur. Savannah a engagé un avocat. Elle a essayé de prétendre qu'elle essayait juste d'avoir une conversation. Son avocat a obtenu la vidéo de la sonnette lors de la procédure de communication des pièces, a vu Savannah me bousculer pour entrer dans l'appartement, l'a vu revenir 4 jours plus tard et crier à travers la porte pendant 10 minutes. L'avocat lui aurait dit qu'elle n'avait aucune chance. Elle l'a renvoyée et s'est représentée elle-même. Grosse erreur. L'audience a été simple. Drew a présenté les preuves, a diffusé les vidéos de l'entrée forcée et du harcèlement de Savannah, a lu le témoignage de Haley, a montré la documentation de l'incident au travail de maman et des fleurs envoyées après que nous ayons bloqué tout contact. Il a présenté les messages vocaux de papa continuant les contacts après qu'on lui ait dit d'arrêter, et a demandé s'il y avait le moindre doute sur le schéma. Le juge a regardé mes parents et Savannah, leur demandant s'ils avaient quelque chose à dire. Papa a essayé d'expliquer qu'il s'agissait de désaccords familiaux. Le juge a demandé si les désaccords familiaux impliquaient généralement de se présenter au travail et au domicile de quelqu'un après qu'on vous ait dit d'arrêter. Papa n'avait pas de bonne réponse. Savannah a dit qu'elle voulait juste parler à son frère. Le juge a demandé si elle comprenait ce que le mot « non » signifiait. Savannah a dit que la famille devrait régler ses problèmes ensemble. Le juge a dit « pas quand un membre veut clairement de l'espace et que les autres refusent de le respecter ». Injonction d'éloignement de 3 ans. Pour tous les 3. Distance minimale de 150 mètres. Aucun contact, quel qu'il soit. Les violations entraîneraient une arrestation immédiate. Haley m'a serré dans ses bras à l'extérieur du palais de justice. Elle a dit qu'elle était fière de moi. Puis nous sommes rentrés à la maison. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis 1 an. La vie est devenue calme après l'injonction d'éloignement. Étrangement calme. Les paiements de 600 € ont continué, la plupart du temps à l'heure. Quelques retards ici et là, mais rien qui ne vaille la peine de poursuivre. Drew a dit que tant qu'il ne manquait pas de paiements d'affilée, le juge les considérerait comme conformes. J'ai arrêté de vérifier le compte, j'ai juste laissé le virement automatique se faire et je suis passé à autre chose. Haley est tombée enceinte 4 mois après l'audience. Nous essayons depuis un moment. Le moment semblait juste. Nous l'avons dit immédiatement à sa famille. Ils étaient ravis. Sa mère a pleuré. Son père a commencé à construire un berceau. Drew a acheté des livres pour bébé avant même que nous confirmions le sexe. Nous ne l'avons pas dit à ma famille. Ils l'ont appris par les réseaux sociaux. Haley a posté une photo d'échographie. Quelqu'un de ma famille élargie a dû la voir, car tante Colline a appelé moins d'1 heure plus tard. Elle nous a félicités et a dit qu'elle voulait être impliquée. Nous lui avons dit qu'elle était invitée à tout, qu'elle avait toujours été plus une famille pour nous que ma vraie famille. Elle était émue. Maman a essayé d'appeler d'un numéro masqué. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal nous félicitant et demandant si nous pouvions, s'il vous plaît, parler. Elle a dit qu'elle voulait faire partie de la vie de son petit enfant. Le message vocal a été transféré à Drew. Il a dit de le documenter, mais de ne pas répondre. Toute réponse lui donnerait une ouverture. La bombe, Savannah a divorcé. Ça a été finalisé à peu près au même moment. J'en ai entendu parler par les cousins. Apparemment, son mari avait découvert qu'elle utilisait leur carte de crédit commune pour financer un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Il l'a découvert en demandant un prêt auto et en apprenant qu'ils avaient 37 000 € de dette. Ils avaient à peine passé leur premier anniversaire de mariage. Maman l'a blâmé, lui. Elle est allée sur Facebook et a posté que sa fille méritait mieux, que certaines personnes ne peuvent pas gérer une femme forte, le déni habituel. Mais ce n'était pas mon problème. La grossesse s'est bien passée. Haley a travaillé jusqu'à son 8e mois. L'hôpital lui a donné un poste de bureau pour le dernier mois. Sa famille a organisé une baby shower. Tante Colline est venue et a amené la moitié de Portland avec elle. Ma cousine, qui m'avait toujours soutenu, est venue aussi.
Mes parents ne sont pas venus, évidemment. Le bébé est né en septembre. Une fille en bonne santé. Les parents de Haley étaient à l'hôpital en moins d'une heure. Drew a apporté du café et des beignets. Tante Colleen est descendue en voiture le lendemain et est restée une semaine pour aider. Entre la famille de Haley et tante Colleen, nous avions plus de soutien que nous ne savions quoi en faire. Maman a envoyé des fleurs à l'hôpital. Elles sont allées à l'accueil des infirmières. Je me suis dit qu'elle pourrait en profiter. Nous avons appelé le bébé Harper, le nom de la grand-mère de Haley. Quand nous avons posté l'annonce de naissance, maman a commenté en quelques minutes, tellement belle. Hâte de la rencontrer. Haley a supprimé le commentaire et l'a bloqué. Connor a envoyé un texto. Le premier en plus d'1 an. Félicitations. C'est tout. Un mot. Je n'ai pas répondu. La vie avec un nouveau-né était exactement aussi épuisante que tout le monde nous l'avait dit. Haley se remettait d'un accouchement difficile. Je jonglais entre le travail, les soins du bébé et j'essayais de ne pas perdre la tête. Mais nous avions de l'aide. La mère de Haley venait 3 fois par semaine. Tante Colleen appelait en vidéo tous les soirs. Drew apportait les courses et montait les meubles de bébé. Mes parents n'ont rien fait, n'ont rien apporté, et ils ne m'ont pas manqué du tout. 3 mois plus tard, Savannah a violé l'injonction d'éloignement. Elle s'est présentée à l'hôpital de Haley, est entrée directement dans la maternité et a commencé à exiger de voir Haley, disant qu'elle voulait juste rencontrer sa nièce. Elle a fait une scène assez bruyante pour que la sécurité soit appelée. Haley n'était même pas de service ce jour-là. Elle avait échangé sa garde et était à la maison avec Harper, mais Savannah ne le savait pas. La sécurité a vérifié sa carte d'identité, a vu que son nom correspondait à l'injonction d'éloignement enregistrée, et a appelé la police. Savannah a été arrêtée dans le hall de l'hôpital, inculpée pour violation d'une ordonnance du tribunal, et a passé la nuit en prison. Maman a payé sa caution le lendemain matin. Drew a obtenu le rapport de police et a dit que nous pouvions l'utiliser pour prolonger l'injonction. J'ai dit que nous le voulions absolument. L'audience pour violation a été rapide. Le juge a prolongé l'ordonnance à 5 ans, ajoutant une note que toute violation future entraînerait des poursuites pénales au-delà de l'outrage civil. Maman a posté sur Facebook que le système judiciaire était défaillant, que sa fille était persécutée pour avoir essayé de renouer avec sa famille. Papa est resté silencieux. Il payait les 600 € par mois sans faute depuis l'arrestation de Savannah. Drew a dit qu'un avocat lui avait probablement conseillé de faire profil bas. La violation de l'injonction avait donné une image instable de toute leur famille. Harper a eu 6 mois, elle a commencé à faire ses nuits. Haley est retournée au travail à temps plein. Nous avions trouvé notre rythme. Notre petite cellule familiale était solide. Tante Colleen a envoyé une photo de mes parents lors d'une réunion de famille. Ils avaient l'air plus âgés. Les cheveux de maman étaient devenus majoritairement gris. Papa avait pris du poids. Colleen a dit qu'ils avaient posé des questions sur moi, sur Haley, sur Harper. Elle a dit qu'elle leur avait répondu que tout le monde allait bien et en était resté là. J'ai apprécié sa discrétion mais n'avais pas besoin de nouvelles. Alors, elle a arrêté. Jusqu'à ce qu'elle m'appelle un jour avec un dernier avertissement. L'anniversaire des 3 ans de Harper était dans 2 semaines quand mon téléphone a sonné. C'était Colleen. Ta mère m'a demandé de te passer un message. Je lui ai dit que je ne le ferais pas, mais j'ai pensé que tu devrais savoir qu'elle a essayé. Que voulait-elle? Elle a un problème médical, elle doit subir une intervention. Mineure, mais elle en fait tout un plat. Elle veut que tu le saches avant la date de son opération. Elle pense que si tu entends qu'elle va passer sur la table d'opération, tu te sentiras coupable et tu la contacteras. J'ai failli rire. Elle se sert d'une opération comme d'un appât. Je lui ai dit qu'elle était délirante si elle pensait que ça marcherait. Mais ta mère est convaincue que l'expiration de l'injonction dans 6 mois signifie que tu reviendras vers elle. Après avoir raccroché, Haley m'a trouvé en train de fixer mon téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? Maman va se faire opérer. Une sorte d'intervention. Elle s'est assise à côté de moi. Quel genre d'opération? Peu importe. Ça pourrait être une question de vie ou de mort ou l'ablation d'un grain de beauté. Tu veux la contacter? Non. Mais je n'arrête pas de penser, et si c'est grave? Elle a manqué ta fusion vertébrale pour une fête. Elle a eu 3 ans pour s'excuser. Alors, pourquoi même y penser? Tu ne prives pas Harper d'une grand-mère.
Tu la tiens à l'écart de gens qui ne peuvent pas respecter des limites de base. Elle avait raison. 2 jours plus tard, Drew a appelé. Il a dit qu'il avait reçu une lettre de l'avocat de mes parents. Elle décrivait l'intervention à venir de ma mère et exprimait l'espoir que, des circonstances médicales pourraient ouvrir le dialogue. C'est une tentative désespérée, a dit Drew. Ils essaient de fabriquer de la sympathie. C'est quoi l'intervention? Ablation de la vésicule biliaire. De routine. Elle sera à la maison le jour même. Rien de mortel. Juste assez pour jouer la victime. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. La fête pour les 3 ans de Harper était tout ce qu'une fête d'enfant devrait être. La famille de Haley est venue. Drew a amené sa nouvelle petite amie. Tante Colleen est descendue avec des cadeaux. Ma cousine est venue avec ses enfants. Tous ceux qui comptaient étaient là. Mes parents n'étaient pas là. L'injonction d'éloignement était toujours active. Ils avaient remboursé les 20 000 €, plus les frais de justice et les intérêts, 6 mois plus tôt. L'obligation financière était remplie. Maman a eu son opération 3 jours après la fête de Harper. Tante Colleen m'a envoyé un texto pour me dire que tout s'était bien passé. J'ai répondu avec un pouce levé. Je me demandais parfois si je regretterais d'avoir coupé les ponts, si Harper m'en voudrait de ne pas connaître ses grands-parents. 3 ans plus tard, j'ai ma réponse. Aucun regret. Il ne me manque pas, Harper va bien. Certaines personnes passent leur vie entière à essayer de réparer des relations familiales brisées. J'ai choisi d'arrêter de me présenter là où je n'étais pas valorisé. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous apporter plus d'histoires de meilleure qualité. Merci.